Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Bienvenue à cette conférence autour de la thématique de comment la RSE peut contribuer à réduire les risques pour les TPE-PME. Donc, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence. Donc, je suis Salia Marié, directrice des opérations de l'agence Lucie, avec Alan Fustet, qui est président de l'agence Lucie et du cabinet Goodwill Management, et Sylvain Hermange, qui est responsable développement durable de Maïf. Donc, nous allons avoir 3 parties pour cette conférence. Une partie, justement, Alan va vous exposer ce que c'est que la RSE pour les TPE-PME et comment elle peut réduire justement les risques pour ces TPE-PME. Sylvain va nous présenter la mission et la vision RSE de Maïf et comment elle contribue justement à accompagner les TPE-PME à intégrer la RSE. Et enfin, on finira par une partie où on va vous présenter justement, dans le cadre de ce partenariat, le parcours progressif d'engagement destiné aux TPE-PME que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et je laisse la parole à Alan sur la première partie. Merci Salia, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va balayer rapidement quelques sujets importants au titre de cette question clé qu'est la relation entre la RSE et les risques. Donc premièrement, on va passer vite, mais c'est par acquis de conscience des fois que des personnes ne sachant pas ce qu'est la RSE se soient égarées à ProDurable. Donc je vais donner quelques petits éléments sur ce que c'est que la RSE appliquée aux PME. Ensuite, on verra effectivement les risques et puis le lien entre la RSE et les risques. Voilà. Alors, tout au moins en ce qui concerne l'agence Lucie, nous sommes très attachés à ce que la responsabilité sociétale des entreprises soit prise en compte dans un cadre normé qui a valeur au niveau international. En conséquence de quoi, nous militons pour une RSE exigeante qui est alignée sur la norme ISO 26000. On n'est pas des ayatollahs de la norme. C'est une norme qu'on connaît par cœur, bien évidemment. L'agence Lucie existe depuis 12 ans et nous pratiquons la norme ISO 26000 au quotidien et nous en connaissons par voie de conséquence tous les défauts. Donc il ne s'agit pas de dire c'est une norme parfaite et c'est pour ça qu'il faut s'y référer. C'est simplement que c'est un cadre commun qui a valeur au niveau mondial et qui permet de mettre en œuvre une responsabilité sociétale qui est véritablement exigeante, avec les 7 chapitres que la plupart d'entre vous connaissent, effectivement, la gouvernance, le respect des droits de l'homme, le respect des salariés, la protection de l'environnement, les bonnes pratiques des affaires, le respect du client et l'engagement pour la société civile. Chez Lucie, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris cette norme, nous l'avons regardée sous tous les angles, tout à fait à l'origine de la création de l'agence, et puis nous en avons fabriqué une déclinaison qui reprend 100% des exigences de la norme ISO 26000, mais qui l'applique de façon, je dirais, astucieuse, simplifiée autant que c'est possible, pour les TPE-PME. Et aujourd'hui, au sein de la communauté Lucie, nous approchons du millier d'entreprises engagées dans la RSE. Donc vous voyez que 12 ans plus tard, la RSE a fait son chemin. C'est la plus grande communauté aujourd'hui en France. Et l'essentiel des entreprises qui sont membres de la communauté Lucie sont des TPE-PME. Ce qui prouve qu'on peut faire de la RSE exigeante et normée alors qu'on est une TPE-PME. Voilà. Alors ça, c'est juste le petit rappel concernant effectivement la responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, effectivement, oublions un instant la RSE et regardons les risques auxquels sont confrontées les entreprises en général, les TPE-PME en particulier. Finalement, qu'est-ce qui empêche le dirigeant de dormir dans le cadre du fonctionnement, du développement, parfois malheureusement de la survie de son entreprise. Alors, bien sûr, les risques qui sont ici, ce n'est pas exhaustif. Deuxièmement, je les ai classés dans l'ordre. Ma foi, c'est un ordre qui n'engage que moi.
à savoir que j'ai un peu d'expérience, je suis chef d'entreprise depuis 30 ans, donc voilà. Et donc, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Moi, je mets en tête de tous les risques pour une entreprise, pour une TPE-PME, et surtout pour une TPE-PME, le risque de trésorerie. Voilà. Risque majeur, vous avez beaucoup de boîtes qui sont rentables et qui déposent le bilan parce qu'elles ont un problème de trésorerie en France. Alors je vais risquer un chiffre, hein, je crois que c'est à peu près 20% des dépôts de bilan, c'est des entreprises qui sont rentables et qui n'ont plus de sous dans la caisse. Voilà. Bien sûr, un risque, celui-là en général, il est assez vite, il ne dure pas très longtemps, hein, soit parce que l'entreprise a trouvé son marché, soit parce qu'elle est morte. C'est effectivement le risque de mettre sur le marché des produits qui ne marchent pas. Ensuite, le risque d'erreur de recrutement. Ça peut peser extrêmement lourd dans une petite entreprise. Vous faites une erreur de casting, ça peut vous mettre au tapis. Voilà. Et puis, alors, soit il y a aussi le cas où on fait une erreur de casting, et puis le deuxième cas qui est très, très prégnant en ce moment, dans un nombre incalculable d'entreprises, c'est qu'on n'arrive plus à recruter. Ensuite, vous avez des risques qui mettent beaucoup d'entreprises dans la difficulté, c'est des risques de conflits internes. Alors, conflit employeur-employé, conflit entre actionnaires, ce genre de choses. Et puis aussi des risques de contentieux clients. Donc, vous voyez que, bien évidemment, les entreprises ont à gérer tous ces risques-là pour s'en sortir. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, puisque en France, à peu près en moyenne, 50% des entreprises ne passent pas le cap du 5e exercice. Alors, on peut rajouter à ça d'autres risques qui sont des risques qui pèsent pas très lourd en ce moment, mais qui vont devenir effectivement des risques importants pour le futur. On commence à le voir, mais pour des raisons conjoncturelles, pas pour des raisons structurelles. Des risques d'approvisionnement ou de prix sur les matières premières. En ce moment, il y a de l'inflation très forte là-dessus, mais ça va durer 6 mois. Ça vient tout simplement du fait que la machine industrielle mondiale a tourné au ralenti pendant la crise sanitaire et que donc on manque de tout et donc les prix montent. Ça va se calmer à peu près dans les 6 mois. Par contre, à plus long terme, on va avoir des pénuries définitives sur énormément de matières premières qui sont en voie d'épuisement très rapide. Et ce jour-là, ce risque-là, il pèsera bien évidemment sur les TPE-PME. Des risques liés aux impacts de l'entreprise sur la nature, avec, on va le voir de manière de plus en plus forte, des pénalités, des taxes et des poursuites si on franchit la ligne jaune. Je vous rappelle que l'Europe, en 2021, a demandé à ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 ne soit pas de 40%, conformément aux accords de Paris, mais de moins 55%, et met une pression amicale, mais quand même assez forte, 450 bars, sur les entreprises, sur les pays membres. Voilà. Et puis on va voir monter en puissance un risque qui existe pour les grandes entreprises aujourd'hui, pas encore pour les PME, mais ça va venir de réputation. C'est-à-dire, je ne mets pas en place une démarche significative de RSE et puis j'ai une image qui se dégrade à grande vitesse. Alors, la RSE, en définitive, si vous voulez, elle a une influence directe ou indirecte sur tous les risques que nous venons de voir. Tous, absolument tous, y compris les risques de trésorerie. Voilà. Ne serait-ce que parce que, en général, c'est d'ailleurs une exigence de la norme ISO 26000, une entreprise responsable travaille avec des entreprises responsables. Voilà. Vous ne pouvez pas vous déclarer responsable si vous ne cherchez pas, c'est dans la norme, hein, si vous ne cherchez pas à induire des comportements responsables chez vos clients et si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont des pollueurs ou des esclavagistes. Donc ça signifie que la RSE vous amène à travailler dans un univers qui est un univers où les comportements sont plus responsables. Ben, mine de rien, le respect des délais de paiement, ça fait quand même du bien à la trésorerie. Voilà. Et c'est une des exigences de la question centrale numéro 5 de la norme ISO 26000. Vous voyez ? Donc en fait, comment dirais-je, ça c'est bon effectivement pour la trésorerie. L'entreprise responsable attire plus de candidats. C'est largement démontré. Aujourd'hui, il faut savoir, hein, vous avez à peu près 50% des jeunes ingénieurs qui, comment dirais-je, sont dans une période de crise alors qu'ils sortent de l'école pour savoir à quoi ils vont utiliser tout ce qu'ils ont appris à l'école.
Voilà. Et est-ce que ça va être utilisé pour, comment dirais-je, travailler dans une entreprise qui fait n'importe quoi ou dans une entreprise véritablement responsable? Voilà. Alors, à partir du moment où vous avez une démarche responsable, vous attirez plus de talents et vous réduisez par voie de conséquence les erreurs de casting puisque vous avez plus le choix. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée, mais je vais m'arrêter. Et l'éco-conception vous permet aussi de réduire votre dépendance aux matières premières, de consommer moins de matières premières. Voilà. Et puis, vous avez un exercice que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, qui est un point de passage obligé d'une démarche RSE digne de ce nom, c'est de faire la matrice de matérialité. Et là, vous explorez encore toute une série d'autres risques, c'est-à-dire des thématiques qui peuvent avoir, suivant que vous les traitez bien ou pas, un impact sur votre business, c'est effectivement l'axe des X, et qui peut avoir une importance, qui a une importance avérée pour les parties prenantes. Et ça, c'est l'axe des Y. Alors, quand on fait, nous, des matrices de matérialité, on met la maturité RSE de l'entreprise sous la forme de la taille du cercle. Vous voyez ? Donc, quand vous avez un tout petit point, ça veut dire que c'est un sujet sur l'entreprise ne fait pas grand-chose. Et vous avez un gros point, ça veut dire que l'entreprise est mature. C'est évident que si vous avez une thématique qui est en haut, à droite de la matrice de matérialité, ça veut dire que c'est très important et ça peut avoir un gros impact pour votre business tout de suite, ou alors un impact sur votre réputation parce que c'est important pour les parties prenantes et vous n'en tenez pas compte. Si le point est tout petit, vous avez là un point tout petit, par exemple, conditions d'élevage des animaux, bien-être animal, ça c'est une entreprise qui a un sujet important pour son business et pour ses parties prenantes et qui, au moment où nous avons fait la matrice, ne fait rien. Là, elle est exposée, tout simplement, à un problème de business ou de réputation à plus long terme. Et donc tout ça, effectivement, ce sont des risques que la RSE, quand on la met en œuvre, permet de réduire, voilà, ou de couvrir mieux. Alors, au final, tout ça, il faut savoir qu'on peut le financiariser. C'est-à-dire, on peut exprimer absolument tout ça, sans exception, j'insiste là-dessus. On fait ça, nous, depuis 20 ans, en euros. Voilà. Un risque, qu'est-ce que c'est ? C'est un coût qui a une certaine probabilité d'occurrence. Quand vous voulez calculer la valeur actuelle d'un risque, vous regardez le coût de la catastrophe multiplié par la probabilité qu'elle arrive. Voilà. Quand vous faites baisser la probabilité grâce à la RSE, vous pouvez calculer un coût évité. Et on fait ces calculs-là comme du vélo. Et donc on a démontré dans l'écosystème Lucie, pas exactement chez Lucie, mais chez Goodwill Management, la porte à côté, on a démontré effectivement depuis 18 ans que la RSE permettait aux entreprises, quelle que soit leur taille, notamment les PME et TPE, permettait de réduire ces risques et donc rapporter plus qu'elles coûtent. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de la RSE, les coûts sont visibles et les bénéfices sont cachés. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde croit que la RSE, ça coûte. Mais quand vous faites vraiment le calcul, vous vous rendez compte qu'avec tous les risques réduits, vous gagnez de l'argent en faisant de la RSE. Et si vous ne croyez pas, parce que bien sûr, une boîte qui fait des calculs et qui dit que ses calculs sont bons, c'est toujours sujet à caution, il y a France Stratégie qui a fait un travail sur, je ne sais plus combien, 5000 entreprises, qui a cherché à faire une grosse corrélation statistique entre la performance économique des entreprises et la RSE. Le résultat est exactement le même. C'est-à-dire, effectivement, en moyenne, les entreprises responsables sont 13% plus rentables que les autres. Voilà. Et donc, vous voyez que la RSE, c'est une façon de réduire les risques. Les risques, ce sont des coûts. Et les coûts, eh bien, effectivement, quand on les réduit, on arrive à avoir une meilleure performance économique et donc une meilleure pérennité. Voilà. Je vous remercie. Et je passe la parole à la Maïf pour la suite de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alan. Alan a positionné quelque part la RSE comme un moyen de gérer un certain nombre de risques. Au-delà de la gestion de ces risques, à la Maïf, j'allais dire depuis toujours, on positionne aussi la RSE comme une source d'opportunité, un vrai levier de performance, de différenciation, d'innovation, ce qui permet aussi de positionner la RSE dans une posture un peu moins défensive. Et la RSE nous aide à réfléchir de manière différente, d'ouvrir des champs de créativité, de penser nos processus
de les réinterroger, de concevoir nos produits de manière différente, de choisir nos partenaires en fonction de leur niveau d'engagement. Et tout ça dans un objectif de création de performance. Évidemment, il ne faut surtout pas opposer RSE et performance, bien au contraire. Et la performance naît de l'alignement des intérêts entre l'entreprise elle-même et ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, partenaires, fournisseurs, etc. Donc, à la Maïf, nous avons une conviction, c'est que face aux enjeux sociaux et environnementaux, au-delà de faire en sorte de diminuer nos impacts négatifs, que ce soit sur tout un tas de sujets, l'énergie, les déchets, on va chercher à aussi produire des impacts positifs. Et on a la conviction que l'entreprise a un rôle quelque part politique à jouer. Comme chaque individu, l'entreprise a un vrai rôle à jouer et les consommateurs sont très en attente et attentifs justement à comment les entreprises agissent face à ces enjeux. Alors comment ça va se passer? En fait, on va essayer d'aller encore plus loin dans nos engagements et sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui, pour nous, conduisent à la délivrance d'un service d'assurance. En fait, ça va concerner tous les métiers. Aussi bien, j'ai parlé de la conception des produits, mais évidemment la gestion des sinistres, mais évidemment la distribution, la communication. En fait, chacun a un rôle à jouer dans cette création d'impact positif. Et la bonne nouvelle, c'est que ça crée en fait une émulation plutôt intéressante parce que quelque part, ça fédère des collectifs autour d'un projet commun. Et puis, ça donne du sens au travail de chacun. Et on sait qu'aujourd'hui, le sens, beaucoup de personnes cherchent le sens dans leur métier. Et c'est très important de pouvoir justement y parvenir de cette manière. Donc la résultante, c'est que la RSE, du coup, se trouve au cœur du modèle économique et non pas à côté. On peut encore voir une RSE qui peut être traitée au prisme d'une fondation ou alors dans le cadre de mécénat, etc. Mais à côté du modèle. Nous, l'idée, c'est bien que cette RSE soit au cœur du modèle. D'ailleurs, là, vous avez ce qu'on appelle notre quadriptyque stratégique. Ce sont la manière dont est pilotée stratégiquement l'entreprise, avec 4 pans qui n'en font qu'un, en vérité. L'épanouissement des acteurs, la satisfaction des sociétaires, donc des clients, la contribution au bien commun et la performance. Et donc, c'est bien cet alignement vertueux, finalement, des intérêts dont je parlais tout à l'heure, qui crée de la performance. Quand on va prêter attention au bien-être de nos salariés, évidemment par de la formation, en leur permettant de pouvoir télétravailler, en étant particulièrement attentif à l'égalité homme-femme, etc., etc., on constate que ça joue sur l'excellence de la relation qu'on produit. Voilà. Il y a un effet immédiat là-dessus. Et au final, on crée de la performance. Donc, ce qu'il faut retenir ici, pour Maïf, c'est ça, c'est la RSE au cœur du modèle. Alors, je vous parlais un petit peu de société à mission, puisque Maïf est devenue société à mission il y a assez peu de temps encore. Alors, être société à mission, ce n'est pas l'unique façon de s'engager pour une entreprise. On peut très bien s'engager sans être société à mission, sans être labellisé, etc. En tout cas, on a la conviction, là encore, que ça permet de s'engager encore plus fortement. Ça permet de le faire savoir. Ça permet de se fixer des niveaux d'exigence plus élevés. Et ça permet aussi d'entraîner dans notre propre dynamique d'autres acteurs, à commencer par nos parties prenantes directes, mais plus largement, peut-être devenir une source d'inspiration pour d'autres entreprises. Et donc, ça passe par 4 conditions clés, qui sont le fait de se doter d'une raison d'être, de définir des objectifs sociaux et environnementaux. Alors, ce n'est pas complètement neutre quand même, parce que quand on inscrit des objectifs sociaux et environnementaux dans les statuts, il y a quand même un caractère d'irréversibilité, j'allais dire. On ne change pas les statuts tous les ans. Et puis aussi la création d'un comité de mission, ce qui est intéressant. Cette idée est intéressante parce qu'on va quelque part prendre le risque, si on peut dire comme ça, aussi de se faire challenger par des personnes extérieures à notre organisation.
dans notre comité de mission, on a une représentation interne, mais on a aussi une représentation externe, avec des experts qu'on a choisis par rapport à leur capacité à venir nous challenger sur des questions macroéconomiques, sociales, environnementales, etc. Et c'est intéressant pour avoir la chance d'assister à ces comités, de voir, même si c'est de manière bienveillante, comment en fait on est challengé dans notre propre pratique. Et là, le point d'attention, c'est aussi d'être en capacité de faire monter en connaissance, en compétence, ces membres-là de ce comité de mission, pour qu'ils puissent justement comprendre aussi les enjeux de l'entreprise dans lequel ils interviennent. Parce que l'enjeu d'un assureur, ce n'est pas l'enjeu forcément d'un autre métier. Donc c'est aussi notre responsabilité de leur faire prendre conscience de nos enjeux pour qu'ils puissent avoir un regard encore plus pertinent et aiguisé dans ce qu'ils nous renvoient. Et puis il y a la question de l'audit. Et ça change aussi beaucoup de choses, parce que ça veut dire que là, on est dans un engagement volontaire. Devenir société à mission, c'est bien, mais c'est une qualité que potentiellement on peut aussi perdre. Et là, autant dire que pour une mutuelle comme nous, ça ferait plutôt désordre. Ça veut dire que, encore une fois, ça crée un niveau d'exigence très fort. Et ça nous permet de nous inscrire finalement dans une démarche aussi de progrès continu. Voilà, c'est vraiment une démarche transformative. Finalement, la société à mission, ce n'est pas forcément une finalité, c'est plus un chemin où d'année en année, on va chercher à progresser là où on a des marges de progrès à réaliser. Avec Pénico, on est à 99 sur 100, ce n'est pas là-dessus qu'on va progresser. Même si c'est parfois compliqué de rester leader ou à un niveau très élevé sur certains items, mais on va plutôt aller chercher des sujets où on est un peu plus en retard et où on a conscience que des efforts sont à produire. Et enfin, sur quatrième slide, en fait, ça vous permet de voir comment ça se décline, on va dire, plus concrètement. Parce que quand on définit une raison d'être, etc., c'est pas pour se faire plaisir. L'idée, et en plus quand on est audité, c'est bien d'apporter la preuve de notre engagement. Et cette notion de preuve, elle est vraiment essentielle. Donc là, dans cette déclinaison un peu pyramidale, quelque part, on retrouve la raison d'être au sommet, les 5 objectifs socio-environnementaux, je vous laisse voir ici, qui sont articulés par parties prenantes. On a fait le choix aussi d'avoir une déclinaison à la fois sociale et environnementale. Sociale, on poursuit plutôt un objectif de contribuer à une société plus solidaire et à la transition écologique sur l'environnement, mais effectivement, là, on est sur des engagements qui sont assez méta, finalement. Mais ils sont méta parce qu'ils sont dans des statuts. En revanche, il faut faire l'effort de poursuivre cet exercice de déclinaison au plus près du terrain. Et derrière, en fait, on pilote une feuille de route, qu'on appelle une feuille de route mission. Aujourd'hui, c'est 14 actions. 14 actions qui sont mises au service de la réalisation de ces objectifs comme élément de preuve. Et chacune de ces actions est accompagnée d'indicateurs, de cibles, de préférence quantitative. Et là aussi, on est dans une démarche de progrès. Il faut essayer d'améliorer la pertinence de ces indicateurs, faire en sorte d'avoir des cibles pluriannuelles pour être sur une trajectoire, et là, dans des ambitions de plus en plus fortes également. Pour prendre 3-4 exemples, et ce qui me servira après de transition avec Salia, c'est par exemple sur les sociétaires, on va avoir une action qui va porter sur comment on peut promouvoir l'épargne responsable. On sait que beaucoup de personnes, en tant qu'individus, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Alors on sait que le fait de comment on choisit de placer ses économies, finalement, c'est un geste pas forcément très compliqué et en même temps qui produit beaucoup d'impact. Et donc là, il faut faire beaucoup d'efforts de pédagogie pour faire comprendre à nos sociétaires, etc., ce que c'est que l'investissement social et responsable. Ce n'est pas forcément évident à comprendre. Et donc, ça fait partie de ces actions qu'on peut mettre en place. Peut-être quelque chose qui fera plus écho chez vous, parce qu'on le voit très souvent dans nos campagnes grands médias, c'est comment, avec nos réseaux de réparateurs, on est sur le chemin depuis beaucoup d'années, en vérité, de comment on crée une nouvelle filière de réparation avec des pièces de réemploi pour l'automobile. Et comment, plutôt que mettre une portière neuve, on va mettre plutôt une portière d'occasion. Et comment on va aussi donner le choix au sociétaire de lui dire
et le mettre quelque part aussi devant sa propre responsabilité, de se dire, on vous donne le choix de pouvoir réparer avec une pièce neuve ou une pièce de remploi. Donc encore, il y a beaucoup de pédagogie à apporter derrière ça, avec des impacts environnementaux qui sont évidents. Je parlerai juste des achats, troisième exemple, ou comment on accompagne nos fournisseurs pour qu'ils puissent eux-mêmes monter en compétences et prendre en compte et s'améliorer dans la gestion et la prise en compte de leurs propres impacts socio-environnementaux. Donc on leur met à disposition des outils qui leur permettent de s'auto-évaluer et un accompagnement qui leur permet de progresser. Et enfin, pour faire la transition, depuis le début de l'année, Maïf s'est ouvert au B2B, donc au secteur des TPE-PME, plus spécifiquement des secteurs de la culture, des loisirs, du social, du commerce de proximité, etc. Et donc là, l'idée, c'est dans cette logique de concevoir aussi une offre impactante qui peut aussi servir le bien commun. On s'est associé donc à Goodwill Management et au label Lucie pour permettre à ces assurés de pouvoir eux-mêmes s'auto-diagnostiquer, pouvoir eux-mêmes monter en compétences, peut-être structurer une démarche RSE qui n'est pas complètement existante ou mature chez eux, etc. Et donc là, on rejoint quelque part le cinquième objectif que l'on s'est fixé, qui est aussi de promouvoir un modèle vertueux d'entreprendre auquel on croit. Et ça passe par justement le fait de pouvoir accompagner nos partenaires, etc., nos assurés, pour que eux-mêmes puissent, que finalement notre modèle puisse faire école en quelque sorte, et qu'il y ait une espèce de démultiplication qui puisse se faire dans la durée. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Et donc sur ce partenariat Goodwill-Lucie, je passe la main à Salia. Merci Sylvain. Donc effectivement, là, ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement une action concrète pour illustrer la mission de Maïf, qui est de contribuer justement à diffuser la RSE pour avoir des entreprises vertueuses. Et à travers ce partenariat, donc qu'on a eu le plaisir de lancer cette année avec Maïf et Goodwill Management, notre volonté, c'était de permettre aux TPE-PME d'avoir un parcours progressif d'engagement dans la RSE. On sait que dans les TPE-PME, la RSE, ça peut être une crainte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de moyens, donc ça peut faire peur en termes d'investissement, etc. Donc on sait d'expérience, en tout cas chez Lucie, que les TPE-PME ont besoin d'être accompagnés et d'être accompagnés pas à pas. D'où l'objectif de ce parcours qui, comme vous le voyez, il y a 4 grandes étapes qui apportent à travers des outils, à travers de l'information, à travers la formation ou des labels, une possibilité, différentes possibilités en tout cas, de s'engager dans la RSE selon son niveau, son envie d'y aller et aussi ses moyens. Et donc, c'est ce qu'on espère en tout cas pouvoir apporter aux TPE-PME des solutions simples et faciles à mettre en œuvre et accessibles. Donc là, la première brique, on va dire, de ce parcours, c'est déjà de découvrir ce que c'est que la RSE. Donc vous apporter de l'information aux TPE-PME, prendre conscience de ce que ça couvre et de prendre conscience aussi que ça touche à tout dans l'entreprise, dans l'organisation, du social, ou à l'environnement, à la gouvernance, les achats, etc. Et donc vous avez donc sur le site Maïf des pages qui vous présentent ce parcours de solutions. Et cette première page, Je découvre la RSE, vous apporte de l'information, notamment des chiffres clés pour vous permettre de prendre conscience de ce qu'est la RSE et ses enjeux. Le deuxième niveau, c'est débuter sa démarche. Et donc là, on a voulu fournir aux TPE-PME des outils. Et donc le premier outil, c'est un outil de diagnostic en ligne
qui est accessible gratuitement aux TPE-PME pour s'évaluer en termes de maturité sur la RSE en 10 minutes. Donc en répondant à quelques questions, ça permet déjà de savoir ce que c'est que la RSE, ce que ça recouvre, et puis de voir où est-ce qu'on en est, comment on se positionne aujourd'hui en termes de niveau de maturité. Donc ça, vous pouvez le faire et c'est en ligne. Ensuite, il y a un autre outil qui est très puissant pour s'engager dans la RSE, surtout quand on ne sait pas par où commencer. Eh bien, on propose un outil qui s'appelle BPRS. C'est la base des bonnes pratiques RSE. Elle contient aujourd'hui plus de 1000 bonnes pratiques, donc des actions concrètes pour s'engager sur les différentes thématiques de la RSE et donc de s'inspirer de ce qui existe de mieux et de pouvoir le mettre en œuvre dans son entreprise. Ensuite, on a développé une phase de montée en compétences, se former, parce que sur la RSE, c'est important de pouvoir monter en compétences pour vraiment se l'approprier et puis du coup remettre en question ses pratiques, ses services, ses produits, son mode de fonctionnement, son organisation. Et donc, on propose 2 possibilités. Se former, on a un centre de formation chez Lucie qui permet de se former en 2 jours sur la RSE. Et donc, après cette formation, vous allez avoir toutes les clés en main pour pouvoir démarrer une démarche RSE au sein de votre entreprise en mobilisant vos collaborateurs, vos clients, vos parties prenantes. Et vous aurez du coup les étapes clés à mettre en œuvre. Ensuite, pour ceux qui veulent être accompagnés, pas se lancer tout seul, on a donc le parcours 1, 2, 3 Lucie, où donc là, on combine à la fois la formation et l'accompagnement par un consultant partenaire de l'agence Lucie, qui sont référencés et formés à la RSE et qui sont des experts, pour vous accompagner sur 3 demi-journées et vous aider justement à identifier vos enjeux, vos parties prenantes, mettre en place un plan d'action et le lancer. Et enfin, la dernière brique, on va dire, celle qui est la plus engageante, c'est pour ceux qui se sentent prêts à se lancer, à valoriser leur démarche RSE, qui ont déjà commencé, qui mettent déjà en place des actions, c'est la labellisation. Et donc là, vous avez la possibilité entre 2 labels. Le label Toumaï, qui est un label de maturité RSE, c'est un label premier pas, donc qui est accessible notamment pour les TPE-PME, puisque il implique une évaluation qui est modérée et qui permet de le mettre en œuvre, en tout cas de valoriser sa démarche RSE de manière accessible aussi financièrement et aussi en termes de temps. Donc c'est une évaluation sur notamment une demi-journée, complétée d'un audit documentaire et qui vous permet de calculer votre niveau de maturité RSE avec un score sur 1000. Et si vous obtenez 300 points sur 1000, vous obtenez le label pour 1 an. Voilà, il se renouvelle au bout d'1 an. Ensuite, on a le label Lucie 26 000, qui est notre label phare d'origine, qui existe depuis 2007. Ça a été le premier label qui a été créé et lancé en France. Donc, on était pionniers à l'époque. Et le label Lucie 26 000, c'est le label le plus exigeant et le plus complet qu'on propose et qui est, en fait, à la différence de Toumaï, une démarche d'amélioration continue. Donc, qui va vous permettre de vous former à la RSE, de faire un état des lieux à travers un outil d'auto-évaluation, un diagnostic approfondi de ce que vous faites en matière de RSE. Et souvent, les TPE-PME se rendent compte qu'elles font de la RSE sans le savoir. Donc, ça permet de voir qu'on ne part pas de zéro le plus souvent. Ensuite, d'être évalué par des tiers externes. On a des partenaires, notamment SGS, RSE Val et Bureau Veritas, qui sont nos partenaires évaluateurs. Donc, l'évaluation se fait par des acteurs externes. Donc, ce n'est pas l'agence Lucie qui vous évalue. Ensuite, il vous a passé devant un comité de labellisation. Là aussi, c'est ce qui garantit la crédibilité du label. C'est que le label vous est attribué par un comité d'experts bénévoles externes à l'agence Lucie. Et il y a une évaluation ensuite à 18 mois pour vérifier que vous avez bien mis en place un plan de progrès sur 3 ans, puisque l'une des conditions aussi pour obtenir le label, c'est d'avoir un niveau minimum en matière de maturité RSE, mais aussi d'avoir un plan d'action sur 3 ans pour progresser.
Et le renouvellement se fait si vous avez effectivement progressé au bout des 3 ans. De cette façon, vous allez toujours aller plus loin. Et c'est la vertu du label Lucie 26000, c'est de vous pousser toujours à vous améliorer. Voilà pour le parcours que nous proposons. Donc c'est un parcours vraiment progressif qui peut permettre à chacun de s'engager selon ses moyens et sa volonté d'y aller pleinement ou d'y aller progressivement. Donc tous ces solutions sont détaillées sur le site maif.fr. Donc je vous invite à aller voir et faire un tour sur le site pour découvrir plus en détail. Et donc, merci de votre attention. On arrive à la fin de cette intervention et on peut répondre à vos questions. Donc, on vous écoute si vous en avez. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Alors, en tout cas, ceux qui viennent nous voir chez l'agence Lucie, les dirigeants, souvent, ça part du dirigeant. C'est vraiment la conviction du dirigeant de s'engager dans la RSE. Et quand le dirigeant est convaincu dans une TPE-PME, en fait, ça va tout seul. Ça s'implémente en fait naturellement. Et c'est ce qui fait en fait le fait que ça marche dans les TPE dans lesquels les dirigeants sont vraiment convaincus et qui trouvent en fait une façon de valoriser ce qu'ils font auprès de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leurs partenaires, etc. Et donc, ils y voient vraiment un intérêt. Et parce que ça répond aussi aux valeurs qu'ils veulent défendre. Après, il y a aussi des TPE-PME qui viennent à la RSE par la contrainte. Parce qu'il y a des réglementations ou des donneurs d'ordre qui imposent la RSE, notamment dans les appels d'offres, les cahiers des charges, etc. Ou parce qu'il y a une obligation réglementaire qui les amène à s'intéresser à la RSE. Mais en tout cas, les TPE-PME, dans la communauté Lucie, les organisations qui sont labellisées aujourd'hui, plus de 80% sont des petites structures, sont des TPE-PME. Donc on voit que la RSE, ce n'est pas juste une question de grandes entreprises. Au contraire, les TPE-PME aussi se mobilisent, même si aujourd'hui, en fait, on sait qu'il va falloir entraîner le plus grand nombre et que ça reste encore pour des pionniers, on va dire. J'apporte juste un petit complément. Je comprends votre question. En fait, les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que je vais vous donner juste un indicateur. Chez Lucie, les débuts ont été difficiles. Et on aura mis 10 ans à peu près pour passer de 0 à 500 membres dans la communauté et 2 ans pour passer de 500 membres à 1000 membres. Vous voyez? Et donc en ce moment, il y a une phase d'accélération. Moi, je suis dans cette thématique de la RSE depuis maintenant presque 30 ans. Il y a une phase d'accélération en ce moment depuis 2 ans avec un effet d'amplification liée à la crise sanitaire que j'ai jamais vécu avant. Éventuellement de secteurs d'activité qui seraient les plus appétants à mettre en place une démarche RSE dans leur entreprise, dans les TPE, dans les TPE. Et puis une question subsidiaire, est-ce que le secteur du commerce, de détail, du commerce de proximité, etc., est-ce que ce sont des secteurs qui viennent vous voir? Alors, les secteurs les plus appétants, moi je dirais, c'est plutôt les services. C'est ceux qu'on a parmi la communauté Lucie qui sont engagés. Donc c'est plutôt les entreprises qui sont dans le domaine du service qui vont plutôt avoir des impacts, en tout cas des enjeux sur les relations et conditions de travail. Donc le capital humain a une place très importante. Pour le commerce, on est en train on a obtenu un projet avec OP Commerce, qui est l'OPCO des commerces, pour pousser justement la formation auprès des commerces. Et on sait qu'il y a un besoin d'accompagnement, de montée en compétences sur le sujet. Et donc, je pense qu'on pourra y arriver par la formation
Et donc, ça pourra être diffusé via cet OP Commerce, notamment. Oui, là et là. Alors, allez-y. Oui, tout à fait. Je vous invite d'ailleurs à une conférence qu'on anime demain sur justement le plan de relance et justement comment les TPE-PME sont aidés, accompagnés pour se transformer. Eh bien, il y a des aides, effectivement, qui sont des financements. Donc, dans le cadre du plan de relance, donc il y a une partie importante qui est consacrée à la transition écologique et notamment ouverte aux TPE-PME. Via l'ADEME aussi, il y a des dispositifs de financement, notamment pour faire son bilan carbone, pour notamment aussi se lancer dans des labellisations comme le label Envol, par exemple, ou bien le label numérique responsable. Donc, il y a des financements. Et aussi, chez Lucie, parallèlement, on a des partenariats, notamment avec BPI France, où chaque année, en fait, on met en place un dispositif pour les TPE-PME pour qu'ils puissent être formés et accompagnés sur la RSE et sur le numérique responsable ou les achats responsables. Et donc, ce dispositif est financé à 50% par BPI France. Donc, chez Lucie aussi, on met en œuvre des partenariats pour accompagner les TPE-PME. Il y a aussi des aides avec certains conseils régionaux. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une question par ici. Alors, 20 400, du coup, ça porte sur les achats responsables. Donc, en fait, c'est une des 7 thématiques de la RSE, de l'ISO 26000, les achats, l'éthique dans les affaires, les achats responsables. Et en fait, quand vous allez mettre en œuvre la norme 20 400, vous allez mettre en œuvre cette thématique sur les achats responsables. L'ISO 26000, du coup, avec le label Lucie 26000 ou Toumaï, c'est que vous allez travailler sur les 7 thématiques de la RSE. Donc c'est transversal et ça touche du coup la gouvernance, les droits des personnes, les relations, conditions de travail, préservation de l'environnement, le développement local et les achats responsables. Donc en fait, il existe la norme ISO 26000 qui est générique et puis il y a des normes qui vont venir préciser, compléter par d'autres exigences certaines des thématiques. Ouais, je vais apporter juste un petit complément là-dessus, parce que votre question est importante pour tout le monde. En fait, au sein de l'agence Lucie, on a... donc ça, c'est en complément, j'allais dire, du partenariat avec nos amis de la Maïf. On offre aux entreprises la possibilité de rentrer dans la RSE un peu par le sujet qui les intéresse. Et donc, on a mis au point et où on distribue une famille de labels qui vous permettent de rentrer par le sujet qui vous paraît le plus important pour vous. Donc, Salia a parlé tout à l'heure du label Envol. Donc ça, c'est un partenariat avec CCI France. Et on distribue un label qui est un label environnemental. On a un partenariat très étroit avec l'Institut du numérique responsable et on délivre le label numérique responsable. Et on est partenaire, même si on ne le distribue pas, mais très proche, avec, l'association ER+, et le label RFAR qui est basé sur la norme, donc le label des achats responsables, qui est basé sur la norme 20 400. Et donc ça veut dire que selon nous, si vous voulez, vous avez 2 façons de rentrer dans le sujet.
Et dire comme ça, il y en a une qui est meilleure que l'autre, ça dépend de chaque entreprise, de ses priorités, de son histoire, de ses objectifs, etc. Vous avez une possibilité transversale, donc ISO 26000 avec Toumaï ou avec Lucie 26000, et vous avez une deuxième possibilité où vous allez rentrer par une thématique particulière qui est d'autant plus importante pour vous. Mais vous dire comme ça qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, je ne sais pas. Oui. Juste, je comprends bien. On va être chassé, je pense. Juste une petite reco. La très forte montée en puissance des directions des achats et des appels d'offres qui imposent de la RSE aujourd'hui fait que pour les TPE-PME, il y a quand même plutôt intérêt à avoir une approche globale, c'est-à-dire ISO 26000 totale. Voilà. Parce que quand la direction des achats vous demande un truc, elle ne vous demande pas si vous faites des achats responsables. Elle vous demande si vous avez une démarche RSE complète. Merci à tous. Merci beaucoup, merci.